Monsieur, comme je l'annonçais, je reçois pour vous Agapit Napoléon Maforican, notre consultant politique. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonjour. Mais tout à fait, puisque nous sommes rentrés dans le 24 mai déjà. On m'a dit 24, donc voilà, c'est le programme. Donc bonjour à toutes et à tous. Très bien. Bonjour François-Xavier Noumon. Bonjour Romuald, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, vous êtes notre consultant en économie. Agapit Napoléon Maforican, nous avons suivi les plateaux consacrés donc à ce premier anniversaire, donc on pourrait dire du second mandat de Patrice Talon. Déjà, la première question, c'est de savoir est-ce qu'un an après, chacun de nous, chaque Béninois, sait appréhender véritablement le contenu du hautement social? Merci. C'est vrai qu'après avoir suivi les trois plateaux, on pourrait peut-être se demander s'il y a pas de sorte d'embrouillamini autour du concept et si tout ce qui devrait comprendre et décliner ce concept arrive vraiment à le faire. J'ai vu un peu madame la directrice départementale qui s'est débrouillée, on peut le dire, mais est-ce qu'elle était à la hauteur? Je ne sais pas. Elle s'est débrouillée, elle a fait de son mieux, elle avait les données qu'il fallait, mais est-ce qu'elle s'est appropriée elle-même? Elle a beaucoup parlé des projets qui concernent son secteur, ce qui est logique et normal et qu'elle maîtrise. Or, je pense que le communicant du gouvernement, le communicateur qui vient pour parler au long de ce concept, quel que soit son secteur d'activité, quel que soit son ministère, doit être en mesure de décliner clairement ce qu'on met dans le hautement social. Parce que vous voyez, le problème, c'est quoi? C'est que lorsque le chef parle, le chef d'État parle, en ce lieu-là, en ce moment-là, en cet instant-là, ça devient une parole d'honneur. Et le contenu doit pouvoir être décliné pour que tous ceux qui doivent prendre la parole et opiner sur la question et surtout évaluer parce que c'est un début de mandat. On sait que ça reviendrait de toute façon. Et que c'est arrivé un an après, on ne peut pas ne pas évaluer le hautement social. Alors le hautement social, c'est quoi aujourd'hui? Le hautement social par rapport aux ODD, comment il s'appelle, Robert Clomency est revenu là-dessus. Le hautement social par rapport au programme, au projet social du gouvernement dans le PAG1 déjà. Donc il y a assez de choses. Alors si hautement social, on dit toujours bon, c'est H, c'est cantine, c'est microcrédit. On a l'impression qu'on recherche les mêmes choses. Et il faut vraiment, surtout maintenant qu'on est aux prises avec la vie chère, et que le gouvernement doit expliquer que les mesures qu'il prend, le gouvernement doit faire barrière à la perdition, à l'éparpillement des efforts à travers l'exportation des produits déjà sponsorisés, subventionnés, comme les Anglais, ce qu'on a constaté ces derniers jours. Vu cette difficulté à la veille des législatives, ça va s'exacerber, le fossé va être créé artificiellement, comme on a pu voir avec le président du RNC, qui n'a pas, sur le débat, on l'a constaté, lui il a fait sa rhétorique, il n'a pas apprécié, dans le fond, on parle de perspectives en tant qu'homme politique, on a vu, bon, on est passé à autre chose. Donc, il est évident que oui, le hautement social n'est pas encore clairement, disons, capté, maîtrisé par tout ce qui devrait pouvoir l'être. Est-ce qu'en réalité, le hautement social est véritablement expliqué aux populations? Parce qu'il faut comprendre, il faut que nous puissions avoir quelqu'un d'officiel pour expliquer. C'est ce que je vous disais tantôt, c'est pas encore... Si ce n'est pas expliqué, c'est que c'est pas encore... Tout le monde n'a pas la même conception. C'est le souhait que je mettais. Je pense que même si c'est décliné à travers des projets dans le PAGD, il faudrait vraiment que, de point de vue formel, empirique à la limite, donc du point de vue formel, qu'on essaye de conceptualiser, en déclinant maintenant les projets vers l'heure du ministère d'ancrage, les ancrages, en reliant avec les ODD, en montant clairement le lien avec le programme social du PAG1, les projets sociaux qu'on a dans le PAG1, les efforts qui sont faits et les perspectives. Donc là, on verra bien que oui, il y a crise, oui, il y a une situation conjoncturelle, mais que le gouvernement est quand même à cheval sur son projet social
qui n'a pas attendu le hautement social pour se lancer, mais qui a toujours existé. D'où la nécessité donc de décliner clairement le hautement, le H, le grand H, le hautement social. Il faut le décliner. Mais on a bien l'impression que c'est décliné dans le programme d'action du gouvernement en 2021-2026. Vous ne m'avez pas suivi. Il ne s'agit pas de décliner, il s'agit clairement. Est-ce que vous, si je vous demande quels sont les projets de hautement social, est-ce que vous pouvez le dire? Oui. C'est-à-dire, je n'ai vu aucun officiel de manière claire qui a pu décliner de manière... Et ça crée les confusions. Je vous ai dit, vous avez condamné tout à l'heure madame la directrice générale, la directrice départementale, qui maîtrise le sujet, qui maîtrise la chose. Hein? Concernant son ministère. Mais elle ne peut pas aller plus loin, elle dit voilà, aller plus loin, parce qu'elle ne connaît pas. Elle connaît la directrice départementale. Elle ne peut pas parler des projets sociaux dans l'agriculture, du hautement social. Elle ne peut pas parler des projets sociaux dans la santé. Par contre, bon, les affaires sociales, on ne peut pas parler du projet social dans l'éducation. On ne peut pas parler du projet social dans les finances. Il y en a, quand on prend n'importe quel secteur, on trouvera des aspects du hautement social. Mais il faudrait encore, dans le cadre de vie, on a entendu, bon voilà, oui, bon, les routes là, mais bon, c'est ça comme la vieille théorie de on ne va pas manger les routes. Mais si on mange les routes, on mange les routes parce que quand vous avez fini d'être rassasié, et vous ne pouvez pas aller produire la richesse parce que vous n'avez pas de voie. Comment vous allez faire? En fait, il y a une interrelation. Maintenant, il faut comment on les achalande, comment on fait le lien entre l'urgence d'aujourd'hui de régler la question de la faim. Après, on dit, il y a des bénévoles qui préparent un repas chaud par jour. Moi, je pense, franchement, je veux qu'on cite ces béninois-là, s'ils sont si nombreux que ça. Oui, il y a l'extrême pauvreté. Il y a l'extrême pauvreté. Mais ceux qui en parlent, ils ne connaissent pas ceux-là qui ne prennent pas un repas chaud par jour. Il y a trop de rhétorique en l'air. Et donc, ne pas clairement décliner avec un certain nombre d'axes qui créent les liens fonctionnels directement vers les ministères et qui sont les maîtres d'œuvre, aller vers le chantier, les ODD, qui est plus transversal, aller vers d'autres, les anciens projets sociaux, donc étant dans le PAG 1, et voir avec les perspectives. Je pense qu'il y a un travail encore à faire, on est qu'à la première année. Il se fait quand même que les 4 autres années risquent d'aller très vite parce qu'il y a une année électorale. Et donc, du coup, on va rentrer de plein pied dans la pré-campagne pour 2026. Donc, et là, le discours politique risque d'être redondant parce que il y aura l'altération de tous ceux qui commencent à être fâchés, de ceux qui ne voient plus le chef comme il le veille, il le voyait en 2006, de tous ceux, des jeux de pouvoir et jeux d'acteurs autour du pouvoir peuvent amener le discours à être plus redondant et donc moins perceptible, d'où la nécessité de au plus tôt. Je pense que c'est l'essentiel de ce qu'on peut retenir ce soir. Très bien. François-Xavier Noumon, toujours, hein, le hautement social, quand on l'annonçait, bien évidemment, chacun, ou du moins certains de nos concitoyens, savaient que l'argent allait circuler, par exemple. Il y aurait de meilleures conditions. Un an après, c'est vrai que, voilà, Agapit Napoléon Faure soulignait ce manque ou cette absence d'un document pour pouvoir quand même décliner très clairement. Mais chacun se donne son avis de ce qu'il peut retenir du hautement social. Vous l'avez constaté aussi au niveau des plateaux. Oui, on était parti avant 2021 à tort sur l'idée que, voilà, le quinquennat précédent, il n'y avait pas du social dans le quinquennat précédent. Et du coup, quand le président de la République a parlé de hautement social, d'aucuns ont vu, et ça certains ont répété ça sur ce plateau, que c'était comme un aveu de ce qu'il n'y avait pas de social. Et donc, pour marquer en fait les Béninois, le président a parlé, en tout cas, a parlé de hautement social. Mais je pense que pour ne pas refaire ce débat, mais ça concerne quelque peu ou prou les canaux de redistribution pour que le plus de personnes bénéficient, en tout cas, de la bonne santé de notre économie. C'est vrai qu'il n'y a pas un cadre formel dans lequel on peut se retrouver au moment d'en faire l'évaluation. Et on peut expliquer quelque peu les errements ou les approximations des uns et des autres. Donc il est important de donner du contenu à ce hautement social pour que les Béninois puissent savoir à quoi
à quoi évaluer quelque peu cette promesse qui est une sorte qui restera comme une sorte de mantra du second quinquennat de Patrice Talon. Moi, ce qui m'intéresse très très précisément, parce qu'il y a beaucoup d'approximations qui ont été dites. Bon, quand je dis approximation, je pense que dans la crise que nous vivons, il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites de facto. La structure des prix au Bénin ne peut pas être la structure des prix au Togo, ne peut pas être la structure des prix au Ghana. Déjà dans un même pays, on ne vend pas le ciment. Déjà dans une période normale, on ne vend pas le ciment au même prix à Cotonou qu'à Niki ou à Bukumbe. Donc, si on veut rentrer dans cette comparaison, on peut aller à l'infini. Si on parle du gaz, puisque ça tient à cœur à beaucoup de gens. Je veux juste rappeler que le Nigeria à côté, parce qu'on parle du Togo, je veux juste parler du Nigeria à côté, grand producteur de gaz. Les prix en moyenne dans le mois de mai, le kilo, c'est autour de 1000 francs. Donc le 6 kilos, formellement, je ne parle pas encore des spéculateurs. Le 6 kilos, vous l'avez à 6000 et quelques. C'est le prix auquel on finit ici quand les gens sont en spéculation. Donc imaginez sur le marché nigérian, à partir de ce montant-là, à partir de ce palier-là, jusqu'où les prix peuvent monter. Donc, ça ne veut pas dire que... Mais vous n'oubliez pas que très souvent, le consommateur ne peut que prendre des exemples qui sont proches et qui lui permettent quand même... parce que quand on parle du Togo, c'est 3000 et quelques francs. Oui, c'était ça. C'était le prix avant même. Le prix structurellement du gaz était déjà moins cher que le Bénin. Ce n'est pas pendant la crise que... Parce que, en fait, ce qui est fait comme déduction, c'est que le gouvernement du Bénin peut faire mieux, peut faire ci, peut faire ça. Non, il faut prendre la situation de départ. C'est-à-dire, structurellement, déjà, le prix du kilo de gaz était moins cher au Togo qu'au Bénin. Donc, il est tout à fait normal qu'en période de crise, même si ça monte au Togo et Bénin, ça ne monte pas dans la même proportion. Après, c'est des questions de choix économiques. C'est pour dire que ces questions-là ne sont pas si faciles. Vous pouvez aller au Sénégal, au Ghana, vous trouverez des choses qui sont plus chères, puis sont moins chères. Après, c'est au gouvernement de mettre le curseur où il peut, au regard de ce qu'il a comme ressources publiques. Donc, je pense fondamentalement que nous sommes dans une période qui nous secoue, effectivement, mais les gouvernants essayent de trouver les mécanismes qu'il faut pour que la situation ne s'empire pas et n'hypothèque pas. Parce que quand on parlait de perspective tout à l'heure, c'était la réponse qu'on voulait, n'hypothèque pas les investissements futurs. Parce que c'est le plus important. Le consultant a projeté les prochaines échéances bientôt. Bientôt, on sera dans je ne dirais pas la tambouille politique, mais les objectifs politiques. Tout ça peut être corrélé à ce que nous aurons à vivre peut-être d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, au regard de l'évolution des crises, surtout celles qui impactent beaucoup, que ce soit le blé, l'énergie, ainsi de suite. Voilà. Agapit Napoléon Maforican, le hautement social, on pourrait dire, est à rude preuve aujourd'hui avec l'avènement de ces crises. Et puis, ça n'a pas raté. Beaucoup de nos invités l'ont rappelé encore. Est-ce que la réponse du Bénin aujourd'hui ou de nos États, c'est la réponse appropriée à ce que nous vivons? Moi, comme vous le dites, il y en a toujours une certaine opinion, une certaine langue qui vont vous dire oui, c'est parce que vous êtes payé pour vivre. En réalité, circuler, on ne peut pas dire que la vie soit aussi meilleure, mais elle n'est pas pire. Elle n'est pas pire qu'ailleurs. Problème d'autosuffisance alimentaire. Nous produisons quand même suffisamment. Le ministre l'a dit. Nous produisons ce que nous consommons. Après, si c'est mieux géré au niveau des flux, ceux qui veulent faire plus de profit, je pense que nous garderons beaucoup au pays. C'est vrai qu'on n'a pas, vous avez quand on installé la tomate, c'est pas hier, c'est toujours une vieille histoire où on produit, il y a des saisons pour ça, et il y a des saisons de pénurie. Et donc nous avons beaucoup de produits saisonniers où ça grimpe à des moments donnés, où ça baisse. La conjoncture aujourd'hui du marché, c'est sur quelques rapports. Quand on va dire le blé, quand on va dire le gaz, quand on va dire 2 3 petits produits en plus, on a terminé. Ça, c'est le reste, ce n'est pas la Russie et l'Ukraine. C'est une sorte d'inflation artificielle créée de l'intérieur par ceux qui ont envie d'aller peut-être faire plus d'économie. Depuis que le gouvernement a commencé aujourd'hui, quand l'action publique est devenue beaucoup plus active, beaucoup plus visible, peut-être plus coercitive, vous verrez sur le terrain, il y a des mesures qui ont été prises, notamment pour amortir certains chocs.
Notamment, on a regardé tout récemment, on a compris que le prix quand même de l'huile végétale qui est maintenu à 1300 francs au lieu de 1500. Mais j'ai écouté d'accord, ça dit que lui, ça que déclaration de général, il allait maintenir le prix. Je dis non, mais le nom défi, il a qu'à nous décliner comment il va le faire. Il a qu'à nous décliner, il a beau parler de la filière du Nigeria, il a qu'à nous décliner comment il va faire pour que le prix du carburant soit moins de 600 francs, du gasoil, non subventionné, parce que c'est plus de 600 francs, c'est nettement plus de 600 francs, hein, c'est nettement plus de 600 francs, parce que ça a été dit que quelque part, c'est plus de 1300, c'est 1200, 1100, donc le gouvernement subventionne, et avant même qu'on ait un assistant de gouvernement subventionné. Donc je dois même comprendre. Quand il dit que lui peut maintenir, bon, l'animateur n'a pas demandé ce que la chimie, mais ce n'était pas peut-être le débat de ce soir. Donc il faudra qu'il explique. Parce que comme je le dis, de plus en plus il y aura cette altération parce que certains profiteront de ce temps-là pour pouvoir désinformer, pour pouvoir, disons, bon, on pourrait dire que c'est la période propice aujourd'hui. On est à quelques mois des législatives et donc il y a justement, il y a de ces choses qui peuvent survenir, c'est-à-dire que le bilan du hautement social pourrait servir comme matière de campagne pour les législatives. François-Xavier Noumon. Non, évidemment, ça peut être un marqueur important pour les prochaines les prochaines élections législatives, c'est évident, puisque le peuple est forcément amené à apprécier par rapport à la situation. Mais je pense que c'est vrai, en période de crise, la période de crise est propice à toutes les exagérations, mais l'exemple de l'huile que le consultant vient de soulever est l'exemple parfait. L'huile, ce qu'on appelle huile raffinée, c'est tout ce qui dérive de l'huile de palme. C'est pas notre azimi qu'on produit ici. Et c'est ce qui inonde le marché, les marchés de la sous-région. Le gouvernement fait un effort pour le maintenir à 1300. Mais si on ne prend pas garde, malgré tous les efforts du gouvernement, on pourrait monter. Pourquoi? Les deux producteurs mondiaux de ces produits-là sont en train de fermer leurs frontières. L'Indonésie a fermé. Si la Malaisie ferme, c'est que aucun gouvernement de la sous-région, à moins d'avoir des réserves colossales, ne peuvent maintenir le prix à ce niveau, simplement parce qu'il y aura une pénurie. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de l'anticipation, ça de période de 3 mois. Période de 3 mois. Donc parce que justement tout le monde en parle aujourd'hui. L'Indonésie a fermé ses frontières, donc jusqu'aux États-Unis, ça pénalise non seulement le domaine alimentaire, mais le domaine cosmétique, parce que ces huiles-là vont un peu partout. Donc ce que veut dire, c'est que un gouvernant responsable ne peut pas promettre tout et n'importe quoi. Parce que, évidemment, à l'évidence, il sera pris à son propre jeu. Donc, je pense que c'est une question de responsabilité. Et c'est vrai, la politique, c'est bien. Promettre aux populations, c'est bien. Mais encore faut-il tenir un discours responsable. Et je pense que de ce qu'on a pu voir aujourd'hui, on est quand même dans... C'est bien pour un pays comme le nôtre que les gouvernants mettent les citoyens, les populations devant la réalité des choses pour que chacun puisse avoir conscience de la gravité de la situation, que tout n'est pas forcément possible. On peut tout dire, on peut dire oui, comptons sur nos propres forces, mais comme on vient de le dire, il y a l'urgence à gérer, il y a le court et le moyen terme, le long terme, il y a des programmes pour ça, mais l'urgence c'est de parer au plus pressé et que la situation ne s'aggrave pas, surtout pour les plus vulnérables des Béninois. Très bien. Agapit Napoléon Fogan, je vous fais la question. On est à quelques mois donc de la législative. Le bilan du hautement social servira de matière pour, bien évidemment, charmer les populations, certainement. Bon, écoutez, le député, c'est pas celui qui applique la politique gouvernementale. Donc déjà... Mais le député soutient, bien évidemment, les députés qui sont là soutiennent les actions du gouvernement et donc ils sont également comptables du bilan. Même si on a 83 députés de l'opposition, je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui. Si on a 100% de députés de l'opposition aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire d'autre qu'une commission parlementaire. Ils vont faire question orale au gouvernement, question orale ou question écrite. Question orale avec débat. Ensuite, ils vont envoyer des recommandations. Ils vont faire une commission parlementaire d'enquête. Mais quand ils ont fini de faire tout ça, ils ne peuvent plus rien faire d'autre. Ils bloquent le gouvernement pour son budget. Le gouvernement ne procède pas ordonnance.
ou pas de provisoire pour prendre des ordonnances. Il bloque le gouvernement pour sa politique, le gouvernement ne procède pas à ordonnances, les mesures spéciales. Donc, c'est dire que les gens me connaissent. Ils auraient quand même joué leur rôle. Oui, mais attendez, jouer leur rôle, c'est la rhétorique, c'est le bavardage du palais. Quand vous avez fini de bavarder et il n'y a pas de résultat, est-ce qu'en jouant leur rôle, ça rassasie le peuple? Commission d'enquête parlementaire, ça rassasie le peuple? Au contraire, ça ne va pas bien à l'Assemblée de dépenser de l'argent encore. Donc encore, voilà, parce que ceux qui font les comptes d'apothicaires doivent comprendre ça aussi. Alors, penser que l'Assemblée nationale peut régler cette question, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle ne peut qu'accompagner la politique gouvernementale. Et le gouvernement, pourquoi on l'appelle l'exécutif? C'est qu'il est mis en place pour exécuter sa politique. La politique qui juge utile, nécessaire pour assurer le bien-être des populations. Lorsque le président parle du hautement social, celui qui a lu un peu dans les reproches qui lui ont été faits et les solutions que lui-même a tenté d'envisager, en fait, moi j'ai essayé de comprendre que c'est la suite logique, c'est la continuité du premier quinquennat qui dit, vous m'avez fait des reproches, nous avons essayé d'établir un certain nombre d'équilibres, nous allons passer à une plus grande redistribution. Et c'est vrai que la redistribution se heurte aujourd'hui à un certain nombre de situations qui ne sont pas au moment où on allait à l'élection présidentielle, qui ne se sont pas aussi exacerbées. Oui, la crise de Covid était connue depuis 2019, depuis 2020, et le gouvernement a montré sa capacité d'anticipation, le pays, sa capacité de résilience. Nous avons été aux élections communales de 2020, nous avons été à la présidentielle de 2021. Donc le gouvernement connaît que la crise de Covid, mais les conséquences économiques découlant de cette crise ne peuvent jamais être mesurées et analysées. Et encore, on ne connaît pas encore jusqu'où. Aujourd'hui, on parle encore d'une autre maladie du singe ou bien de quoi là. La variole du singe. Donc, on ne comprend pas les mutations possibles et leurs conséquences sur les économies. Il y a ça. Malgré tout ça, le citoyen pourrait vous dire que gouverner, c'est prévoir. Oui, je vous dis, la situation du djihadisme au nord, en tout cas l'insécurité grandissante au nord du Bénin qui oblige l'État à mobiliser des moyens humains, des moyens logistiques énormes pour pouvoir assurer la sécurité des populations au nord. Oui, ça aussi c'est prévoir. On a un ministère directeur, on a une police républicaine qui est fonctionnelle, qui est active, et pourtant on ne peut pas tout prévoir ça. Et puis, on va prévoir la guerre Ukraine-Russie. Et donc les conséquences, regardez ce que François Xavier, l'Indonésie et la Malaisie, deux pays qui produisent sans doute du palmier à huile, comme nous. Mais nous, nos pays africains, on ne sait pas à quoi servent nos palmiers à huile. Ces pays produisent, ils font transformer et maintenant exportent abondamment. Et aujourd'hui, parce qu'ils en ont besoin, ils vont bloquer. Ils vont bloquer, et si le deuxième fois, nous allons nous retrouver dans une situation de pays. On va dire gouverner, c'est prévoir. Le gouvernement va en 5 ans ou en 10 ans, va faire une politique de palmier à huile que nous avons détruit depuis 1960 pour avoir l'huile végétale, par exemple. C'est là la question. Oui, gouverner, c'est prévoir. Mais les situations, la conjoncture actuelle, il y a une succession de situations qui n'est pas donnée à n'importe qui. Même en Europe, ils sont perturbés. Alors, si l'Europe est perturbée, si certains pays ont du mal maintenant à être approvisionnés en gaz, en blé, si l'Union européenne aujourd'hui se tourne vers certains pays, et même, il y a même certaines informations de paiement cash par-ci ou par-là, du blé, dans des pays. Alors, si cette situation arrive aujourd'hui, c'est de dire que le monde fait face à une crise qui est cette conjoncturelle, mais qui prend au collet, qui est très, et donc qui ne peut pas, dont les effets ne peuvent pas passer inaperçus. Lorsque vous êtes là, dans cette situation, vous ne pouvez pas, certes, dédouaner le gouvernement de tout, mais vous devez comprendre d'abord le principe de la situation. Et donc, la dernière session de l'État, où il a parlé de la situation en Russie, en Ukraine, et d'augmentation des salaires et les conséquences donc, de la crise, a planté le décor. Mais que fait chaque Béninois pour que déjà, par rapport à la situation interne, que nous puissions corriger déjà le dysfonctionnement ou les disparités entre les villes et les campagnes,
Nous qui descendons vers les villages, ça fait longtemps que je dis un peu, mais bon, quand je dis nous, c'est tous ceux qui vivons, qu'est-ce que nous y apportons? Comment expliquons-nous aux populations la situation d'aujourd'hui? C'est hautement social que nous reprenons aujourd'hui un an après. Qu'est-ce qu'il devient, vu cette situation-là? Oui, est-ce que le gouvernement a arrêté de faire les routes? C'est sûr que la densité va baisser parce que c'est les mêmes sous. Et les mêmes sous vont être redistribués quand le gouvernement subventionne les engrais, quand il subventionne le produit pétrolier, quand il bloque la TVA sur les produits, sur certains produits vivriers, quand il subventionne quand il stagne le prix de l'huile végétale, tout ça, c'est des coûts. C'est de l'argent qui vient de quelque part. Et donc, cet argent aurait pu servir à autre chose. Alors quand les gens disent, bon, les routes, mais si depuis 8 ans, et 6 ans qu'il est là, le président Talon ne s'occupait pas de ces questions, de ces grands travaux, mais comment nos villes seraient? Tout le monde sait ce que le projet Asfaltage donne. Mais c'est tellement aujourd'hui un acquis qu'on dit oui, d'accord, on ne va pas manger ça, mais est-ce que les gens vont mourir de faim? Comme si le tout est urgent. Donc pendant la campagne, il a parti au gouvernement qui a vu juste, et j'étais d'accord avec Tomiti tout à l'heure, sur le dernier plateau, quand on dit tournée d'explication, c'est peut-être l'intitulé, peut-être qui crée. Il faut montrer. Le gouvernement est libre à tout instant d'aller à la base, parler avec les populations. Donc le gouvernement décide d'y aller aujourd'hui, échanger sur les mesures, les réalités actuelles. Il n'y a aucun mal à ça. Donc, si dans 6 mois, le gouvernement décide d'y aller ou dans 3 mois, c'est son droit. Il est élu pour ça. Il n'a pas à se justifier devant une opposition pour ça. C'est son droit d'y aller. Et c'est un devoir d'ailleurs d'y aller. C'est à lui de voir le tempo, d'analyser les... Bon, la réticence de certains, c'est la cagnotte qui est débloquée pour ça. Mais il n'est pas juste la cagnotte, c'est le gouvernement qui est autorisé à dépenser l'argent de l'État à travers le budget. Et il peut même anticiper, dépenser, aller justifier. Même c'est pas un collectif budgétaire et obtenir un collectif budgétaire. Dépenser en période de crise, ça pose... C'est justement en période de crise qu'il faut dépenser. Si on ne peut pas dépenser en période de crise, comment vous voulez qu'on mobilise les militaires, enfin les moyens logistiques pour assurer la sécurité des populations du nord du pays? Si on ne peut pas dépenser en période de crise, comment vous voulez qu'on ait anticipé la crise de Covid-19 pour pouvoir gérer ce qu'on a géré sans état d'urgence sanitaire? Moi, je viens d'un pays de l'Afrique centrale. Les gens ont fait état d'urgence de 16h à 5h, 16h, où ils sont obligés d'être confinés. Pas un animal sur la route. De 16h à 5h ou à 6h, vous pensez ça? C'est pas si évident. Nous, on n'a pas vécu ça. Même le cordon sanitaire, on ne l'a pas respecté. C'est vous dire, mais ces choses se sont passées tellement normalement qu'on a tout fait doubler que ça a engendré des coûts. Et donc, il appartient au gouvernement, je pense, de maintenir la dynamique sur le terrain. Je dis sur le terrain. Ce n'est pas les actions de communication classiques auxquelles qui sont déjà un acquis et qui doivent se poursuivre sans doute. Mais je pense que la dynamique du terrain, je l'ai déjà dit, doit se maintenir parce que c'est là que les gens désinforment. C'est là qu'ils vont dire un certain nombre de choses. Donc, il faudrait continuer à le faire parce que nous sommes conscients que le gouvernement du peuple n'a peut-être pas tout anticipé comme il faut, n'a peut-être pas tout fait au clean comme il faut, n'a peut-être pas tout réussi, mais le peu qui est fait, il faut déjà lui en donner acte, c'est-à-dire dire oui, ça c'est un acquis. Et donc, travailler ensemble en disant qu'il n'appartient pas qu'au gouvernement seul de faire. S'il y a rien que ça, les secrets qu'on achète qu'on vend du caméra à moins de 600 francs, normalement c'est à lui d'en faire les propositions au gouvernement. Et pas écrit. Et parfois de prendre le peuple à témoin en disant, bon voilà, moi, ma manière de trouver qu'on peut vendre le caméra à ça. Qu'est-ce que gagne un opposant en contribuant à la réussite d'un gouvernement qu'il combat? C'est d'aider le gouvernement à... C'est le Bénin. C'est du Bénin. Et maître Jacques Mignon a dit, nous servons dans un même parti, nous avons en commun un même parti. Je préfère dire une même patrie. Bon, un même parti. Famille, voilà. Une même famille, voilà, politique. Une même famille politique. Moi, je dis une même famille sociale, une même famille territoriale, c'est le Bénin. Et donc, c'est logique. S'il peut déjà le faire, pourquoi il attend d'être au pouvoir? Qui lui a dit qu'il va accéder au pouvoir pour le faire? Donc, s'il peut le faire, il n'a qu'à déjà le faire. On saura que c'est lui qui l'a fait. Très bien. La réussite du hautement social, et comme l'a commencé par le dire Agapit Napoléon Maforicane, on a entendu sur des plateaux où on demande aux populations d'accompagner le gouvernement. Est-ce que véritablement c'est le chef de l'État qui a promis le hautement social? Pourquoi
le citoyen doit avoir donc justement cette posture-là d'accompagner le gouvernement dans la réussite du hautement social. Oui, parce qu'au-delà du hautement social, c'est de s'assurer qu'il s'agit. Parce que ce qui est, encore une fois, ce qu'il faut mettre en exergue aujourd'hui, c'est l'avenir, ce qui nous pend au nez. Si par exemple on laisse les engrais subventionnés se disperser un peu partout dans la sous-région parce que certains spéculateurs veulent faire de la spéculation, ça pour le coup, au-delà même du hautement social, c'est que c'est une famine qui nous est promise. Donc évidemment, la responsabilité du citoyen lui-même, elle-même est engagée. Parce que si chacun peut apporter, chacun peut comprendre l'enjeu et se dire, bon, écoutez, voilà, certains ne peuvent pas faire leur beurre sur le dos disons, de la masse. Donc il faut veiller, on ne demande rien d'extraordinaire que de s'y aller, de porter l'information. On n'encourage pas à un pays de délation, mais d'être vigilant pour que voilà, certains n'aillent pas faire commerce sur ce qui est subventionné, sur l'effort collectif. Donc c'est de ça qu'il s'agit, que les citoyens qui le feraient seront ceux qui auront compris l'enjeu du moment. Ça ne veut pas dire que le gouvernement rende comptable les populations de leur propre des turpitudes du moment, mais simplement nous partageons tous sur le même pays et donc nous avons tous intérêt à faire bloc pour que tout ce qui a été implémenté comme solution palliative puisse nous permettre de traverser cette situation difficile, parce que on parle de la transformation de nos pratiques alimentaires, de nos habitudes alimentaires ne se fait pas du jour au lendemain. Un peu partout, pas seulement chez nous, au Cameroun, au Togo, au Ghana, on dit oh là là, la farine de manioc pour faire du pain, et ainsi de suite. C'est vrai, ce n'est rien de nouveau. Dans notre pays, il y a des gens qui le font, qui mixent les deux. Mais changer de pratique alimentaire, c'est encourager, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est un véritable enjeu. Si vous prenez le blé, on a eu en début de mois, tout le monde a eu un peu d'espoir parce qu'on s'est dit on va se rabattre sur le blé, certes de moindre qualité, mais le blé indien. 2 semaines après, l'Inde a fermé ses frontières. Tout le monde est retombé dans la panade. Donc chacun essaie de trouver voilà, des solutions pour y aller. Ça, vous pouvez dupliquer cet exemple à l'énergie. Vous vous êtes rendu compte que le Premier ministre allemand est en train de faire le tour du continent. Mais ce n'est pas commun. C'est quand la dernière fois qu'un chancelier allemand a fait ce périple-là. Parce que les enjeux sont graves. On ne parle pas du Bénin, on ne parle pas du Togo, on parle de l'Allemagne. On parle de la France. Les prix à la pompe ont grimpé, même si il y a eu un recul ces derniers mois. Et ces autres pays ont des moyens autrement plus colossaux que les nôtres. Mais ça frappe directement au portefeuille. Et si le chancelier allemand prend son bâton de pèlerin pour faire le tour du continent, c'est qu'il a une solution, qu'il y a une situation à sauver de toute urgence, c'est-à-dire venir à la quête d'énergie, de pétrole. Donc c'est une situation, nous sommes tous dans une même barque, et voilà, la critique est facile, mais la critique est normale. Donc nos gouvernants ne sont pas allés inventer. Le gouvernement ne dit pas oui, bon, nous sommes dans cette situation à cause de la crise russo-ukrainienne, mais c'est une situation factuelle qui a des conséquences sur, en tout cas, cette conjoncture inflationniste que nous vivons depuis quelques mois déjà et qui vient compliquer quelque peu les calculs. Très bien. Merci beaucoup à vous, François Xavier Noumon. Agapit Napoléon Mafoikan, je vous fais cette dernière question. Nous courons le risque d'aller à la rareté des produits de grande consommation quand on sait qu'aujourd'hui, nous chantons la cherté. On peut chanter très bientôt la rareté. Non, je ne crois pas. Je veux rester optimiste. Je veux rester optimiste en me disant qu'il y aura toujours un palliatif. Nous allons changer d'habitude alimentaire. Il faut bien que nous changions d'habitude alimentaire. Moi, je pense que cette crise, elle durera son temps. Elle peut s'arrêter à tout moment. Mais je pense, ouais, si l'huile végétale nous manque, regardez un peu ce qui va se passer. On va peut-être retourner au champ. On va chercher les noix de palme. Pourquoi pas? Je sais pas. Peut-être que le beurre de karité va reprendre va reprendre des couleurs, enfin, des odeurs, ou bien de la saveur. Ou l'huile de soja, puisqu'on en produit beaucoup. Ou l'huile de soja par ailleurs. Donc, j'avoue que oui, il y a une situation qui préoccupe,
Mais je ne pense pas que... Oui, également, elle préoccupe tellement que la Banque africaine de développement alerte d'ailleurs sur des cas de crise alimentaire, elle prend des mesures. La famine. Elle prend beaucoup de mesures actuellement, pas plus tard, je pense que ce week-end, elle a voté une enveloppe assez significative pour prévenir les crises. Un géant comme le Nigeria n'est pas épargné. Parce que les gens parlent comme si cette crise n'est qu'au Bénin. Non, elle n'est pas qu'au Bénin. Il faut qu'ils se disent qu'au contraire, au Bénin, il y a un gouvernement qui essaye de maintenir un peu la veille, de maintenir un peu la garde et d'assumer sa fonction sociale de gouvernement. Et donc ça permet peut-être qu'on n'aille pas à certaines extrémités. Et vous voyez, ce qui arrive à ce gouvernement aussi, c'est quand vous faites preuve de grande pudeur, parfois les choses vous rattrapent. Vous voyez, aujourd'hui, les gens expliquent que le fait qu'il aille sur le terrain montre que le gouvernement est acculé. Montre qu'à la veille des élections, le gouvernement n'a plus... Non, je pense que c'est une lecture trop simpliste, à mon humble avis. Une situation qui est là. Attendons de voir ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il faudra que les partis politiques cessent de dormir. Il faut que les militants... Un militant, ce n'est pas le président du bureau directeur, le membre fondateur, c'est tous ceux qui se reconnaissent proches de la majorité, qui doit faire le travail d'explication, qui doit barrer la route aux expéditions extraterritoriales pour qui permettent donc de papiller, donc de paupériser les produits qui sont déjà subventionnés. Donc, je pense que, oui, vous parlez de risque de crise, de pénurie. J'ose croire qu'on n'en arriverait pas là et que d'ici à là, le monde va se stabiliser progressivement pour que les régions, notamment au niveau de la Russie et l'Ukraine, je crois que ça va se stabiliser progressivement pour que les frontières deviennent à nouveau ouvertes et qu'on n'ait pas... mais lorsque vous avez le dos au mur, il y a toujours des solutions palliatives. Vous savez. On a dit dans ce pays que le Nigeria a rouvert ses frontières, mais... C'est fait, non? Le Nigeria a rouvert ses frontières. Oui, officiellement. Bon. Ça fait par exemple 2 ans. Et pourtant, je pense que beaucoup... Je posais la question parce que, pour beaucoup, on se demande même plus si le Nigeria est ouvert ou pas. Parce que déjà, il y a cette résilience qui fait que, finalement, on ne se demande même plus si le Nigeria est ouvert. On fait avec. Donc, je suis convaincu que cette crise, non, je prie pour qu'on n'ait pas de rareté, mais que cette crise nous élève davantage et nous permette de comprendre que nous avons des richesses au Bénin. Nous pouvons en produire autant. Regardez, tout le pays est encore vert, il n'y a pas. Donc, on a encore des champs exploitables, des zones exploitables, des hectares. Les gens ont des hectares qui n'arrivent pas à savoir quoi ils doivent faire. Faire en sorte que dans chaque famille, on produise. Et quand on va commencer par produire, on va consommer. On saura que, bon, voilà. Donc, il y a des perspectives, selon moi. Un an de président. Alors, je trouve que, oui, c'est un an c'est un an peut-être pas estimé. Comment s'est passé? Il y a peut-être eu ce mois, cette année s'est déroulé en 2 phases. Les 6 premiers mois du second quinquennat et les 6 derniers mois. Les 6 premiers mois de projection, de gestion et de projection, et les 6 derniers mois d'affrontement de situation, et donc de maîtrise, de tentative de maîtrise, et nous en sommes là encore. J'espère que les mois à venir vont être plus fructueux. Très bien, merci beaucoup. Juste une information, pour faire accord avec ce que je disais tout à l'heure, chaque gouvernement a la latitude de mettre les curseurs où ça leur semble utile. On parlait du gaz tout à l'heure. Prenons l'exemple que tout le monde garde aujourd'hui entre le Togo et le Bénin. Mais quand on parlait d'engrais tout à l'heure, n'est-ce pas, où il y a une mobilisation générale. L'année passée encore, les prix étaient sensiblement les mêmes, 12 000 le sac de 50 kilos. Aujourd'hui, le même sac de 50 kilos, le gouvernement togolais l'a fixé à 18 000, pendant que le gouvernement béninois l'a fixé à 14 000. Vous voyez, ça veut dire que, ça ne veut pas dire forcément que le Togo fait une mauvaise politique et que le Bénin fait une bonne politique.
la structure des prix, la structuration des prix n'est pas quelque chose, c'est quelque chose de dynamique, quelque chose d'uniforme. Donc, il faut aller comprendre pourquoi le gouvernement togolais, sur quel indicateur le gouvernement togolais a joué pour fixer le prix à 18 000 et sur quel indicateur le gouvernement béninois a joué pour fixer le prix à 14 000. Donc, c'est ce recul qu'il faut avoir au moment d'apprécier les différences qu'il peut y avoir entre la structure des prix de ces produits qui sont importants dans nos pays. Très bien. Merci beaucoup à vous. Donc, mesdames et messieurs, c'est fini donc pour ces plateaux qui vous sont proposés en ce qui concerne ce premier anniversaire donc du second mandat du président Patrice Talon. Vous le savez, ETélé poursuit avec les plateaux pour les 6 ans de gouvernance du président Patrice Talon. Et justement, François-Xavier Noumon, vous nous présentez un plateau demain. Sinon aujourd'hui, bon, on est déjà le 24. Aujourd'hui soir. Donc, nous allons parler économie. À partir de 21h30, c'est bien évidemment. Nous allons parler de quelques questions qui étaient d'actualité sur ce spécial 1-1 de Patrice Talon que nous avons réalisé ce soir. Mais tout à l'heure, nous allons revenir sur les 6 ans pour continuer ce que nous avons débuté depuis pratiquement un mois. Nous allons parler d'économie, simplement parce que si on devait parler d'une caractéristique singulière du Bénin dans cette grisaille on va dire économique de la sous-région quand même, parce qu'on est toujours en phase de reprise. Il y a une autre crise qui nous a percuté, mais on n'était pas sorti du Covid. Toutes nos économies étaient en phase de reprise, et malgré cette phase de reprise, on parlait de résilience tout à l'heure, les fondamentaux de notre économie sont, on va dire, pour le moins enviable à différents égards. Donc nous allons revenir ce qui fait la particularité les ressorts de notre économie dans son ensemble, parler d'emploi, parler de la zone économique spéciale, en tout cas parler de tout ce qui pourrait constituer, tout ce qui pourrait toucher la création de richesses dans notre pays. Très bien. Donc on prend le rendez-vous pour tout à l'heure à partir de 21h30. Oui. Parce que vous avez parlé d'emploi, ça suscite une question. Certainement vous poserez cette question à vos invités. Le taux de chômage au Bénin, c'est combien? Puisque nous avons entendu parler de 2% par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à vous. 2,3%. Voilà, merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon. Quand on dit taux de chômage, pour les téléspectateurs, c'est sur ça que tout à l'heure, la gauche a fait en parlant de quand le produit intérieur brut, qui est quand même une vieille unité de calcul en matière de développement humain. Mais bon, donc là, l'opposant va l'utiliser à son compte. Donc, je pense que sur ce plateau économique, il faut plutôt utiliser les formules accessibles à la grande masse. Parce que les trucs comme le PIB, l'inflation, la croissance, il faudrait que, si on pourrait encore mieux l'expliquer pour que les gens comprennent. Nous allons essayer. La rhétorique tout à l'heure, M. Bigard a expliqué que le SMIC, donc tout le monde connaît, et que Irina la connaît très bien. Mais bon, il a fallu encore que le M. Bigard soit là pour encore expliquer qu'on ne demande pas de payer moins ou fixe, mais on peut payer plus, beaucoup. On ne peut pas payer moins de ça. Et on peut payer beaucoup plus. Et donc, Irina Gossa qui pensait avoir fait un effet. Tout à fait. 80 000 pour son il n'avait rien fait de particulier. Non. Voilà. Donc, vraiment, les données économiques méritent d'être vraiment mieux expliquées. Parce que je pense qu'il est important de préciser que le DG ANPE n'a pas menti. C'est 2,3%. Et il a précisé ce que tout le monde a oublié selon les normes du BIT. Parce que dans aucun pays au monde on ne calcule le taux de chômage comme ça. Il y a des normes. C'est de la même façon qu'on calcule le taux de chômage au Bénin, qu'on calcule le taux de chômage en France, aux États-Unis et partout. En tout cas, cette question, on pourrait l'aborder avec notre consultant politique parce que justement, 2,3% au Bénin, oui, 7,3% quand même en France. Certains se posent la question, on y reviendra. C'est tellement notre consultant politique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le Bénin n'est pas seul dans le monde et les prouesses béninoises doivent être vantées. Voilà. Tout à fait. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Agréable suite de programme sur nos antennes. On va se retrouver donc tout à l'heure même. Merci et bonne suite de programme sur nos antennes.